Vivre en Chine, ce n'est pas simplement différent. C'est un monde que peu d'étrangers comprennent vraiment. Au-delà des horizons modernes et des monuments historiques, il y a un pays plein de contrastes, où les anciennes traditions rencontrent les nouvelles technologies, et où les règles sociales ne sont pas toujours évidentes, mais influencent toujours la façon dont les gens vivent et interagissent. La Chine offre d'énormes opportunités dans les affaires, la technologie et la culture, mais la vie quotidienne peut aussi comporter des défis qui font rarement la une des journaux. Les pays du monde entier se précipitent pour investir en Chine, et il est facile de comprendre pourquoi. Depuis des décennies, c'est l'une des économies à la croissance la plus rapide du monde. Cette croissance rapide a attiré des investissements étrangers, stimulant la fabrication, la technologie, l'infrastructure et la vente au détail. Le pays est actuellement considéré comme la deuxième plus grande économie du monde en termes de produit intérieur brut, avec une prévision de plus de 19 000 milliards de produits intérieurs bruts en 2025. Cela le place toujours bien derrière la projection de 30 000 milliards de dollars des États-Unis. Mais c'est plus impressionnant si l'on regarde dans l'autre sens. Après la Chine, l'Allemagne occupe la 3e place, avec une prévision de 4,7 000 milliards. Avec un tel écart, il n'est pas surprenant que la Chine veuille que tout le monde la considère comme la 2e superpuissance mondiale. Ils prennent des mesures pour renforcer cette perception. En visitant la Chine aujourd'hui, vous serez peut-être étonné de sa ressemblance avec les États-Unis. Bien que la Chine ait beaucoup de ses propres méga-enseignes, elle déroule aussi le tapis rouge pour les marques américaines. Promenez-vous dans les rues de Pékin ou de Shanghai et vous verrez certains des milliers de McDonald's et de Starbucks disséminés à travers le pays. Tout cela fait partie de la décision de la Chine de se transformer en un centre d'affaires international, accueillant des visiteurs du monde entier pour faire du tourisme, des affaires, et peut-être même s'installer. Et cela inclut l'arrivée de certaines des marques les plus appréciées de tous les temps. La Chine compte 2 parcs Disney, à Shanghai et à Hong Kong, cette ancienne colonie britannique, aujourd'hui largement réintégrée au continent. Avec ses personnages Disney emblématiques, ils attirent chaque année des millions de touristes. Le rival de Disney suit de près. Universal Studios Pékin est également disponible. Les vlogueurs de voyage ont largement couvert ces parcs, aidant à présenter la Chine comme une destination familiale et amusante. Ce n'est pas qu'un divertissement. La raison principale de la venue des gens en Chine est les affaires. La Chine a déployé beaucoup d'efforts pour se rebrander en tant que centre financier mondial, son économie étant fortement portée par la banque et l'industrie manufacturière. A été parmi les premiers pays à profiter de la sous-traitance et de la délocalisation de la production. Cela a considérablement réduit les coûts de production et a joué un rôle clé dans la croissance économique de la Chine. Le pays est la première économie manufacturière et le premier exportateur mondial. Il est donc logique que de plus en plus d'entreprises s'y implantent. Les bons moments peuvent-ils vraiment durer toujours ? Au cours des dernières années, les exportations de la Chine ont régulièrement diminué et ne représentent actuellement que 20% du produit intérieur brut du pays. La Chine a donc dû s'adapter en se tournant vers la fabrication de haute qualité d'électronique et de véhicules. Après tout, le mot tarif est sur toutes les lèvres ces jours-ci, et la Chine n'est pas prête à laisser son économie être paralysée. L'essor rapide des secteurs financiers et des services en Chine attire de plus en plus de professionnels qualifiés, tandis que les économies mondiales y investissent. Des partenariats se forment, et des villes comme Shanghai et Shenzhen deviennent de grandes puissances économiques. Mais au-delà des gros titres et des chiffres de croissance impressionnants, à quoi ressemble réellement la vie en Chine ? La Chine est la 2e nation la plus peuplée du monde, derrière l'Inde, de seulement quelques millions. Avec plus de 1,4 milliard d'habitants, elle a encore plus de 4 fois la population des États-Unis, 3e. Malgré ce chiffre impressionnant, la Chine a une superficie adaptée à sa population. Elle rivalise avec les États-Unis comme 3e plus grand pays, mais d'immenses zones désertiques ou rurales y sont peu peuplées. La plupart de la population vit dans des villes denses, et 5 centres urbains chinois comptent parmi les 30 plus fréquentés au monde. Pékin à elle seule arrive à la 6e place. Et cette surpopulation devenait tellement intense que le pays a réellement pris des mesures pour l'arrêter. L'un des chapitres les plus tristement célèbres de l'histoire chinoise moderne fut la politique de l'enfant unique, instaurée en 1979. Bien qu'elle visait à réduire la pénurie de ressources, elle a eu de nombreuses conséquences involontaires, notamment de pousser de nombreux parents à vouloir un fils unique.
Cela a provoqué une pénurie de femmes dans les générations suivantes, laissant de nombreux hommes sans épouse. Le gouvernement a aussi été critiqué à l'international pour ses méthodes strictes d'application, et la politique a été abrogée en 2015. Et cela a peut-être trop bien fonctionné. En 2024, la population chinoise a baissé, pour la 3e année consécutive, avec plus de décès que de naissances, une tendance que beaucoup d'analystes prévoient d'accélérer. Certains citent les habitudes culturelles issues de la politique de l'enfant unique. Certains soulignent les pressions économiques grandissantes et l'incertitude sur l'avenir. Un problème démographique plus profond pourrait exister. Des décennies de contrôle de la population ont laissé un déséquilibre durable. Trop peu de femmes en âge de procréer pour maintenir la croissance démographique. Dans un revirement politique spectaculaire, le gouvernement chinois offre désormais des incitations aux familles pour avoir plus d'enfants. C'est un virage radical mais pas surprenant dans un pays où l'influence du gouvernement est profondément ancrée dans la vie quotidienne. La Chine a l'une des histoires les plus longues et riches au monde, ayant été dirigée par des dynasties et empires durant la majeure partie de son histoire. Mais le pays que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Chine moderne n'a été fondé qu'en 1912 en tant que République de Chine. Elle passera ses premières décennies comme un pion dans des conflits mondiaux grandissants, culminant avec une brutale occupation japonaise, l'un des chapitres les plus sombres du pays. Et de cette période cauchemardesque est née une nouvelle vision politique. Une vision qui a mené à l'ascension d'un des régimes les plus impitoyables de l'histoire. Après la guerre civile, le Parti communiste chinois a pris le contrôle de la Chine, devenue la République populaire de Chine. Sous Mao Zedong, la Chine a connu des dizaines de millions de morts à cause de famines et de purges, bouleversant totalement son système politique et culturel. La révolution culturelle a vu les intellectuels persécutés, les professionnels envoyés à la campagne comme agriculteurs, et toute dissidence sévèrement réprimée. Le pays en ressent encore aujourd'hui les cicatrices. Mais les futurs dirigeants du Parti communiste chinois ont réformé les choses, et se sont concentrés sur la reconstruction du pays, et sur le fait d'en faire un acteur clé sur la scène mondiale, sans pour autant céder, ne serait-ce qu'un iota de pouvoir. Ce qui amène beaucoup de gens à se demander, la Chine est-elle toujours communiste ? Eh bien, c'est compliqué. Le pays reste gouverné par le Parti communiste chinois, qui détermine la politique via son politburo de 24 membres et nomme un président. Actuellement Xi Jinping, l'un des dirigeants les plus durables et puissants depuis Mao en Chine moderne. Les élections sont surtout formelles et toute activité anticommuniste est interdite. Le Parti communiste chinois contrôle totalement la politique et oriente le pays sous ce gouvernement. Et sa direction semble être le capitalisme. L'économie chinoise s'est transformée d'une façon impensable il y a quelques décennies. Elle s'est ouverte au commerce mondial et accueille désormais activement entreprises et investisseurs étrangers. Les gratte-ciel des grandes villes abritent tout, des banques internationales aux cafés dignes d'Instagram, et les rues sont bordées de marques américaines bien connues. Mais l'échange n'est pas à sens unique. Des entreprises chinoises comme Alibaba et Temu sont devenues des noms familiers aux États-Unis, transformant le shopping en ligne et le commerce électronique. Mais en réalité, la situation est plus compliquée. Le gouvernement chinois dispose de conseils qui régulent ce qui est autorisé ou non dans le pays, et la censure est courante, non seulement pour supprimer les idées que le gouvernement n'approuve pas, mais aussi pour protéger les produits culturels chinois de la concurrence. Cela est particulièrement visible dans l'industrie cinématographique, car seul un faible pourcentage de films américains est autorisé dans le pays. Le processus de demande d'approbation est extrêmement compétitif. L'administration du cinéma de Chine n'hésite pas à exiger des modifications dans les films occidentaux, pour qu'ils soient approuvés, comme la suppression de toute référence politique que la Chine désapprouve. La concurrence sera rude pour les Américains. Les spectateurs chinois ne pourront peut-être pas voir le dernier film Marvel ou Star Wars sur grand écran, mais ils n'auront pas de manque de choix pour autant. La Chine a développé une industrie cinématographique concurrente, produisant des superproductions pour un public chinois qui sortent rarement à l'étranger. Cela inclut des fresques historiques, des films d'arts martiaux et des films pour enfants. En fait, une sortie récente, Meizhou 2, a eu un tel succès en Chine qu'elle est devenue le film d'animation le plus rentable de tous les temps dans le monde, presque entièrement grâce au box-office chinois.
Le pays fait étalage de sa puissance financière, et beaucoup de gens pensent qu'ils vont continuer à évincer les options américaines du marché. Avec la montée des tensions, la culture pourrait ne pas être la seule à disparaître. Les relations entre les États-Unis et la Chine n'ont jamais été très chaleureuses et se sont refroidies ces dernières années. Il y a eu plusieurs cas très médiatisés d'occidentaux, en particulier d'Américains, détenus à l'étranger. Des cas comme Otto Warmbier en Corée du Nord et le journaliste Austin Tice en Syrie, qui ne sont jamais rentrés chez eux, ont sensibilisé le monde entier aux dangers auxquels les Américains peuvent être confrontés à l'étranger. Ajoutez à cela les détentions de célébrités en Russie, souvent sous des accusations douteuses, et cela dresse un tableau inquiétant. Est-ce que quelque chose comme ça pourrait arriver en Chine ? La vérité, c'est que personne ne peut l'affirmer avec certitude. Avec la montée de la pression géopolitique, l'incertitude augmente pour ce prix au milieu. La Chine ne pratique généralement pas le même type de diplomatie des otages que la Russie, et elle n'a pas autant de citoyens détenus à l'étranger. Elle a été accusée d'arrêter des hommes d'affaires en vue pour corruption ou drogue, à peu près au même moment où des hommes d'affaires chinois de renom étaient interpellés à l'étranger. Cela a notamment conduit à une impasse avec le Canada concernant les personnes détenues dans les deux pays. Cependant, la plupart des experts pensaient que la Chine veut être perçue comme un centre d'affaires majeur, ce qui protège en partie les personnes présentes légalement. Mais cela a ses limites. Le système judiciaire chinois est connu pour être efficace et sévère. Il a été complètement réorganisé pendant la révolution culturelle et sert aujourd'hui comme l'un des organes centraux du pouvoir social du Parti communiste chinois. En apparence, il ressemble beaucoup à de nombreux systèmes judiciaires occidentaux, avec une cour populaire suprême servant de dernière instance, tandis que les tribunaux locaux traitent les affaires civiles et pénales. Il possède aussi des tribunaux spécifiques pour les affaires militaires, du transport, maritime et internet. Mais c'est dans le droit pénal que les choses diffèrent vraiment. Le système de justice pénale chinois est connu pour avoir l'un des taux de condamnation les plus élevés au monde. Ce système est illustré dans le thriller Red Corner, année 1990, où un avocat américain accusé de meurtre en Chine découvre que la présomption d'innocence n'y existe pas. Bien que le système judiciaire permette à l'accusé d'avoir un avocat et de présenter des preuves pour sa défense, le système est fortement biaisé en faveur du procureur. En Chine, plus de 99% des affaires jugées finissent par des condamnations. Le pays a également tendance à infliger des peines sévères à ceux qui sont condamnés pour pratiquement n'importe quel crime. Et cela conduira probablement toute personne qui commet une erreur dans le système carcéral chinois. Les prisons nordiques ressemblent parfois à des hôtels, mais restent des lieux désagréables. Les prisons américaines sont connues pour la surpopulation, la mauvaise nourriture, l'hygiène déplorable et la violence entre détenus. Mais ceux qui ont survécu aux prisons chinoises ont des histoires déchirantes à raconter. La plupart des prisons chinoises prennent la forme de camps de travail. Contrairement aux prisons japonaises, organisées comme des emplois industriels stricts, les prisons chinoises sont souvent comparées à des ateliers clandestins. Les détenus endurent de longues journées, peu de nourriture, des conditions dures et des coups pour la moindre faute. On pense que la Chine est le pays qui procède au plus grand nombre d'exécutions dans le monde. Nous disons « on pense », parce que le pays est tristement célèbre pour son silence concernant le nombre d'exécutions capitales. Mais il existe une longue liste de crimes passibles de la peine de mort. Cela comprend le meurtre, l'incendie criminel et certaines formes graves d'agression. La Chine réprime également sévèrement les crimes liés à la drogue, le trafic de drogue étant un crime courant pour lequel les visiteurs risquent la peine de mort. Étonnamment, la peine de mort s'applique aussi aux crimes financiers, comme la corruption ou le détournement de fonds, ainsi qu'aux crimes politiques, comme organiser une rébellion de masse contre le parti. Cela s'explique par le fait que la peine capitale en Chine est principalement conçue pour punir les crimes contre l'État, plutôt que les crimes contre l'individu. Une loi prévoyait la peine de mort pour tuer des pandas géants, avant d'être abrogée en 1997. Une fois la sentence prononcée, la justice agit souvent rapidement. Bien que la Chine offre plus de possibilités d'appel d'une sentence que la plupart des dictatures, elle procède néanmoins aux exécutions beaucoup plus rapidement qu'aux États-Unis. Chaque étape de la peine de mort est strictement encadrée. Les exécutions se font par peloton ou injection létale. Les exécutions ne sont pas publiques.
Et le pays a accéléré les choses, en utilisant des fourgons d'exécution, des systèmes mobiles équipés de la technologie d'injection létale. Bien qu'il ait été question de réformer la peine de mort en Chine et d'éliminer 13 crimes du code pénal, principalement des crimes financiers comme la contrefaçon et la contrebande, elle reste une menace bien réelle pour toute personne qui commet un crime dans le pays. Contrairement à d'autres dictatures dans le monde, la Chine n'a pas la réputation évidente de persécuter les Occidentaux qui s'y installent. Cela freinerait fortement l'investissement. Disney abandonnerait probablement le navire rapidement s'il y avait des rapports de touristes détenus alors qu'ils tentaient de quitter Shanghai Disneyland. Mais les choses peuvent changer rapidement. Le gouvernement chinois détient beaucoup de pouvoir sur la population et n'hésite pas à l'utiliser quand les circonstances changent. Et tout le monde l'a découvert à ses dépens en 2020. Avec le début de la pandémie de Covid-19 en Chine et sa propagation mondiale, les gens ont vite remarqué un fait. Alors que des pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni subissaient des vagues dévastatrices du virus, la Chine semblait s'en sortir très bien. Leur taux d'infection et de mortalité était étonnamment bas. Certains attribuaient cela au sérieux de l'Asie concernant l'hygiène et la lutte contre les virus, tandis que d'autres pensaient que la Chine sous-estimait le nombre de cas. D'autres ont imaginé des théories du complot bien plus sombres, mais peu de gens parlaient de la vérité. La Chine pouvait imposer et appliquer strictement un confinement. Le Parti communiste chinois, réputé pour son contrôle social, a réagi vite lors de l'arrivée du virus. Le confinement a non seulement fermé la plupart des entreprises en Chine pendant des mois, mais a aussi strictement limité les déplacements des citoyens. Quitter son domicile sans autorisation était une infraction pénale, et certains rapports mentionnaient des bâtiments aux sorties scellées par le gouvernement. Les confinements ont duré beaucoup plus longtemps que dans la plupart des pays, ce qui a maintenu le nombre de cas très bas la première année. Mais lorsque la Chine a assoupli les restrictions, le pays a été durement touché par une vague ultérieure du virus. Pourtant, les plus grands défenseurs de la Chine s'en servent pour défendre le système du pays. Le gouvernement a plus de moyens pour assurer la coopération que de simples sanctions pénales. La Chine a fait la une avec son controversé système de crédit social, une initiative gouvernementale surveillant bien plus que le comportement criminel. Les gens pouvaient être sanctionnés pour défaut de paiement de prêt, infraction au code de la route, ou même pour avoir été accusés de comportements jugés antisociaux. Cela a vite suscité des inquiétudes. Ils y voyaient un moyen efficace de mettre sur liste noire ceux tombés en disgrâce auprès des autorités. La réaction négative n'était pas seulement nationale. La couverture médiatique internationale a alimenté de vives critiques, présentant le système comme dystopique et autoritaire. Face à un examen public de plus en plus intense et à une mauvaise image à l'étranger, le gouvernement central chinois a discrètement commencé à supprimer progressivement le système, ce qui a poussé certaines personnes à penser qu'il était peut-être temps d'investir à nouveau en Chine. Mais attendez, s'il y a bien un mot qui définit la Chine en ce moment, c'est l'incertitude. Le pays vit l'une des périodes les plus complexes de son histoire. Toujours étroitement contrôlé par le Parti communiste chinois, il cherche aussi à étendre son influence dans le monde capitaliste. Mais ce n'est pas la seule façon dont la Chine cherche à étendre son influence. Sous Xi Jinping, le pays a pris des mesures de politique étrangère qui l'ont placé sur le radar de beaucoup de gens comme une menace potentielle de guerre. La vie en Chine est marquée par le patriotisme, la majorité des médias officiels diffusant un récit emblématique du passé et de l'avenir du pays. Cet avenir concerne bien plus de territoires que la Chine actuelle. Le premier signe est survenu lorsque la Chine a repris Hong Kong aux Britanniques. Au départ, ils ont promis de respecter la démocratie à Hong Kong. Mais avec le temps, ils ont restreint son autonomie, contrôlé les listes électorales et arrêté les chefs de l'opposition. Et cela a rendu de nombreuses régions proches de la Chine très nerveuses. Et aucune d'entre elles plus que celle qui pourrait être un pays indépendant, selon à qui vous le demandez. Taïwan s'est séparé de la Chine pendant la guerre civile à la fin des années 40 et a été une démocratie capitaliste pendant la majeure partie de son existence. Pour la Chine, Taïwan reste une province dissidente et elle empêche sa reconnaissance internationale depuis des décennies. C'est probablement la question géopolitique la plus intense du pays, avec les dirigeants allant jusqu'à menacer un avion transportant la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, si celui-ci atterrissait à Taïwan. Les États-Unis ont appelé le bluff de la Chine, et l'avion n'a eu aucun problème. Mais cela reste un énorme sujet de discorde.
les États-Unis promettant de défendre Taïwan en cas d'attaque, et la Chine menant des exercices militaires intenses autour de l'île. Taïwan est d'accord pour dire qu'il n'y a qu'un seul pays. Sa doctrine officielle est qu'il est le gouvernement légitime de toute la Chine. Parfois, la Chine ne se limite pas à des disputes territoriales, elle crée aussi de nouveaux territoires. Taïwan est le conflit international le plus ancien de la Chine, mais le plus tendu en ce moment pourrait être en mer de Chine méridionale. La République populaire construit des îles artificielles dans la région, qu'elle revendique dans son intégralité, malgré le fait que de nombreux autres pays revendiquent également ces eaux, ou les considèrent comme des eaux internationales. Ces îles sont des projets sur plusieurs années, et beaucoup d'entre elles sont conçues pour accueillir des complexes touristiques, mais d'autres sont destinées à devenir des bases militaires, alors que la Chine cherche à exclure les États-Unis de la région et à s'imposer comme une puissance militaire dominante en Asie. La Chine est rapidement devenue le deuxième pays au monde en termes de dépenses de défense, juste derrière les États-Unis. Alors que la majeure partie des dépenses de défense de la Chine est interne et réalisée dans le secret, le pays conclut également de nombreux accords avec les principales entreprises de défense du monde entier. Ainsi, pour quelqu'un travaillant dans ce secteur, c'est sans doute la façon la plus rentable de s'installer en Chine. Bien sûr, si la situation évolue, tout peut changer rapidement. Personne ne souhaite être à l'étranger quand une guerre éclate. Lors des Jeux Olympiques en Chine, des experts craignaient pour la sécurité des athlètes américains si Pékin agissait subitement contre Taïwan. Mais la Chine, bien que son armée soit parfois agressive, préfère généralement rester calme et miser sur le long terme. La plupart des analystes militaires estiment que la Chine voudra imiter la Russie et tenter de prendre Taïwan dans la prochaine décennie, surtout alors que la défense et l'informatique taïwanaise se renforcent. Que va-t-il probablement arriver aux étrangers en Chine en cas de guerre ? Cela dépend de qui est impliqué. La Chine cherche sans doute à dissuader les États-Unis d'une guerre, en bluffant sur son arsenal nucléaire et en privilégiant une guerre par procuration plutôt qu'un affrontement direct. Si les choses s'enveniment, la Chine a aussi beaucoup de ses propres citoyens aux États-Unis, donc il est probable que les deux camps hésiteraient à les cibler trop brutalement, d'autant plus que de nombreux citoyens chinois américains sont les enfants de l'élite. Néanmoins, servir de monnaie d'échange géopolitique n'a rien de très attrayant. Mais la plus grande inquiétude pour la Chine, c'est que le pays est une véritable bombe démographique à retardement. Les analystes diront que la Chine est la superpuissance qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Certains diraient que les États-Unis déclinent, et que nous vivons au cœur du siècle chinois. Mais d'autres, dont certains experts de la Chine, estiment qu'elle a peut-être déjà atteint son apogée. Son tissu économique et social est beaucoup plus fragile qu'il n'y paraît. S'ils ont raison, les prochaines décennies pourraient non seulement être incertaines, mais aussi mener à un chaos total. La Chine est-elle sur le point de s'effondrer ? Pour Gordon C-Cheng, tous les signes sont présents. L'avocat américain d'origine chinoise Gordon C-Cheng s'est fait connaître avec son livre « L'effondrement imminent de la Chine », où il accusait le Parti communiste chinois d'avoir créé un État inefficace, oppressif et bureaucratique, risquant de décliner et d'affronter de graves problèmes financiers. Il a prédit que le pays n'avait pas plus de 5 ans de stabilité devant lui, mais il a fait cette prédiction en 2001, donc beaucoup de gens sont un peu sceptiques aujourd'hui. Mais beaucoup de ces prédictions se sont révélées exactes d'une autre manière. Le secteur financier chinois reste stable, mais dépend fortement des exportations, un modèle de plus en plus vulnérable à mesure que les pays protègent leurs intérêts économiques. Le plus dur pourrait être les tarifs douaniers américains de 2025. Ces nouvelles mesures devraient frapper durement les exportations chinoises, poussant Pékin à annoncer ses propres tarifs de rétorsion. Un bras de fer commercial est en cours, les deux parties manœuvrent pour un nouvel accord. La grande question est de savoir si l'économie chinoise est assez solide pour résister sur le long terme si ses exportations sont fortement affectées. Quand l'État dirige l'économie, une seule personne est responsable. Une grande partie de la thèse de Gordon Chang était centrée sur le secteur bancaire du Parti communiste chinois. La Chine détient les dettes de nombreux pays, et ses banques centrales sont discrètes sur leurs transactions financières. La Chine se veut rassurante, mais les analystes financiers conseillent toujours la prudence pour y investir. Mais alors que la croissance économique de la Chine n'a pas encore commencé à ralentir, on observe une baisse inquiétante dans un autre domaine tout aussi important pour la croissance future d'un pays.
La baisse de la population en Chine a attiré beaucoup d'attention ces dernières années, alors que le pays s'efforce de réparer les dégâts causés par la politique de l'enfant unique. Cela comprend des avantages pour les familles avec enfants, rendant l'endroit attractif pour s'installer et fonder une famille. Mais ce n'est pas le seul domaine où la jeunesse chinoise défie les dirigeants. Dans la plupart des pays, les jeunes sont souvent contestataires et prêts à défier l'orthodoxie politique. Et la Chine ne fait pas exception. Ce qui amène beaucoup de gens à se demander, les systèmes chinois peuvent-ils survivre à la génération actuelle ? Ce n'est pas la première fois que la Chine fait face à la dissidence de sa jeunesse. L'exemple le plus célèbre demeure les manifestations de la place Tiananmen en 1989 qui ont diffusé des images mondiales et causé de grands problèmes de relations publiques à la Chine. Mais il s'agissait d'un groupe spécifique de manifestants qui étaient prêts à s'opposer au gouvernement. La dissension actuelle est peut-être moins intense, mais pourrait être plus répandue. Et c'est beaucoup plus difficile à combattre. Et si toute une génération est contre un système de gouvernement, il est beaucoup plus difficile de le maintenir. Et comme tout le monde dans le monde, la Chine n'a pas pu se protéger des affaires mondiales. Si la Chine a été félicitée pour sa priorité à la sécurité pendant la pandémie, la sévérité du confinement et la vague de Covid qui a suivi amènent de nombreux Chinois à douter de l'efficacité du gouvernement. Tout le monde sait qu'en cas de nouvelle crise, cela pourrait se reproduire, le gouvernement prenant encore plus de pouvoir au nom de la sécurité publique. En cas de guerre, la sécurité nationale entraînera probablement de nombreux changements majeurs. À première vue, la vie en Chine pourrait ne pas sembler aussi éloignée que beaucoup l'imaginent. Centre d'affaires majeur, la Chine moderne possède des infrastructures et commodités comparables à l'Occident. Les écoles internationales, les marques mondiales familières et la signalisation en anglais largement répandue rendent des villes comme Shanghai et Pékin étonnamment accessibles pour les visiteurs venant des États-Unis ou d'Europe. Grâce à la tradition de multiculturalisme linguistique en Chine, les barrières linguistiques dans les villes sont souvent moins importantes qu'on ne le pense. Mais la différence réside dans la surveillance gouvernementale. Par rapport aux nations occidentales comme les États-Unis, souvent considérées comme non interventionnistes, le gouvernement chinois est bien plus présent dans la vie quotidienne. L'emploi, la résidence, voire même les libertés fondamentales peuvent être menacées pour ceux qui contestent les politiques clés ou s'écartent de ce qui était considéré comme acceptable. Pour plus d'1 milliard de citoyens, cela n'a rien d'inhabituel. C'est simplement la vie dans l'une des nations les plus puissantes et les plus surveillées au monde. Merci d'avoir été présent aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo et souhaitez en voir d'autres, abonnez-vous et activez les notifications. Ça fait vraiment une différence. Merci encore, et on se retrouve la prochaine fois sur MatPack.